Arme incontournable des conflits de la seconde moitié du XXe siècle, le AK-47, plus connu sous le nom de Kalachnikov, rebat les cartes géopolitiques du monde. Aujourd'hui, Patrick Boucheron invite l'historien Christian Muller à faire l'histoire de la Kalachnikov. Bonjour. Depuis le 24 février 2022 et l'invasion russe de l'Ukraine, certains commentateurs ont proclamé un peu hâtivement le retour de l'histoire. Mais ce qui revient sur le continent européen, ce n'est pas l'histoire, c'est la guerre. La guerre telle que le XXe siècle l'a transformée. Par l'invention technologique d'armes de destruction massive, oui sans doute, mais les plus meurtrières ne sont pas celles que l'on croit. Aujourd'hui, l'arme la plus vendue dans le monde est aussi celle qui produit le plus de ravages, l'AK-47, robuste fusil d'assaut que l'on désigne du nom de son inventeur, Kalachnikov, et qui avait été conçu pour les attaques massives de fantassins soviétiques appuyés par des tanks. Elle est, depuis, devenue l'arme fétiche des guérillas, de l'Amérique latine au Moyen-Orient et en Afrique. C'est Christian Muller, spécialiste de l'histoire culturelle des violences guerrières, qui nous en raconte l'épopée. Une épopée qui commence dans les années 60, sous le ciel plombé de la guerre froide. Nous sommes le 30 octobre 1961 sur l'archipel russe de la Nouvelle-Zambie. Ce jour-là, l'armée soviétique, en pleine guerre froide, effectue un essai nucléaire dévastateur. La Tsar Bomba, la plus puissante bombe à hydrogène de l'histoire, est lâchée par avion sur l'archipel. Ces images de propagande qui exposent la force massive du feu nucléaire accompagnent la naissance et la multiplication de conflits armés où la guerre froide se joue aussi à l'échelle du corps à corps. C'est le cas, entre autres, en ce début des années 1960, de la guerre qui fait rage au Vietnam. Cette guerre a été un des premiers conflits mondiaux à être massivement photographié et filmé pour la presse et la télévision. Souvent, face à ces images, on fixe les regards, les désespoirs, les peurs et les fatigues, des civils comme des militaires. Mais ces images documentent aussi leurs armes. Et c'est entre les mains des militaires que l'on peut faire l'histoire d'une révolution de la guerre. D'un côté, le M16 américain, symbole du bloc occidental, est l'arme légère par excellence du GI. Or, de l'autre côté, face à eux, les Viet Cong sont armés d'une nouvelle arme facile à utiliser, à graisser, à charger, une arme qui bouleverse le conflit, une arme soviétique, le AK-47. Comment expliquer le succès du AK-47? Et tout d'abord, pourquoi porte-t-elle le nom soviétique de Kalachnikov? La Kalachnikov est légendaire, mais l'histoire de son développement et de son concepteur l'est tout autant. Mikhail Timofeyevitch Kalachnikov est né en 1919 dans une famille cosaque modeste, dont il était le 8e enfant. L'invasion de l'Union soviétique par les troupes allemandes, les défaites traumatisantes de l'armée rouge, mais aussi les blessures que Kalachnikov avait subies à l'automne 1941 ont marqué un tournant décisif dans sa vie. Pendant son séjour à l'hôpital militaire, il a décidé de devenir concepteur d'armes et d'aider ainsi l'armée rouge à remporter la victoire. Très vite, des experts en armement se sont intéressés à ce jeune sous-officier et ont reconnu en lui un autodidacte talentueux. Par la suite, il a eu l'opportunité de travailler sur le prototype d'un fusil à tir rapide sous le patronage du célèbre concepteur d'armes Sergueï Gavrilovitch Simonov. Après des tests approfondis où le prototype était par exemple immergé dans de la boue, traîné dans le sable ou jeté d'une hauteur de plusieurs mètres sur du béton, le modèle développé par Kalachnikov s'était toujours avéré pleinement opérationnel et avait alors été retenu pour être inclus dans l'armement soviétique à partir de 1947 sous le nom d'AK-47, Avtomat Kalachnikova. C'est comme ça que quelques années plus tard, l'armée soviétique était devenue la première armée au monde à être équipée systématiquement d'armes à feu portatives automatiques. Avec la diffusion à l'échelle mondiale qui s'en est suivie, les conditions étaient réunies pour que la Kalachnikov joue à partir des années 60 un rôle prépondérant dans les guerres qui étaient menées dans les pays du tiers-monde, par-delà le pacte nucléaire qui existait entre les deux blocs. C'est là que la Kalachnikov a gagné sa réputation d'arme d'infanterie facile à utiliser, inusable, toujours fiable et ayant une grande puissance de feu.
Arrêtons-nous un instant sur le terme guérilla. S'écrivant à l'origine avec un R de plus, ce terme provenant de l'espagnol, qui signifie littéralement « petite guerre », est utilisé par Juan Martín Díez, dit le Têtu, lors de la lutte contre les troupes de Napoléon Bonaparte en Espagne vers 1810. Résister, utiliser le terrain, harasser l'ennemi ou l'occupant, voilà comment lutter avec de petits moyens face à l'envahisseur. Au XIXe siècle et au début du XXe siècle, la guérilla se vit, mais elle se pense aussi. Mohamed Ben Abdelkrim al-Khattabi en fait une priorité pendant la guerre du Rif dans les années 1920 contre les forces coalisées espagnoles et françaises. Mais c'est après la Seconde Guerre mondiale que la guerre prend un tournant que l'on pourrait dire révolutionnaire. Le rapport de force qui s'installe entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest favorise les conflits délocalisés, mais aussi l'émergence de forces communistes qui prennent les armes au nom de la lutte contre l'impérialisme. La guérilla s'impose ainsi comme le type de combat majoritaire dans le monde d'après 1945. Le guérillero devient la figure de la lutte armée. La guérilla est pensée et conceptualisée comme une véritable guerre politique qu'il faut mener et étendre. Ainsi en est-il du FOCO, théorisé par Che Guevara et Régis Debray à Cuba. Arme résistante à tous les environnements, à l'eau, au sable, à l'humidité, arme facile à manier, le AK-47 s'impose comme l'arme évidente et symbolique des guérilleros. Pas étonnant donc que l'URSS arme et soutienne ces mouvements qui peuvent continuer à renverser un rapport de force devenu prioritairement nucléaire. Diffuser et encourager la multiplication des AK-47 et des armes légères, c'est en un sens favoriser la lutte des classes. Ce qui a fait le succès de la Kalachnikov, c'était d'une part le type d'assemblage et d'autre part le type de cartouche utilisé. L'arme peut être démontée et remontée très facilement sans avoir recours à des accessoires. Pour ce faire, nous retirons d'abord le chargeur et effectuons la mise en sécurité de l'arme. Maintenant, nous retirons le cache et le ressort. Vient ensuite le piston, duquel nous devrions en principe aussi retirer le bloc percuteur, mais qui n'est plus présent sur cette arme désactivée. Enfin, nous retirons le tube à gaz avec le garde-main supérieur. L'arme est maintenant partiellement démontée et peut alors par exemple être nettoyée. La manipulation est quasiment la même pour toutes les Kalachnikov. Arme de guérilla, arme de la lutte anti-impérialiste ou anticoloniale, la Kalachnikov devient au fil du temps et des usages un véritable symbole de cette nouvelle façon de mener les conflits. Dès lors, cette arme légère passe le cap des images. Nombre de figures iconiques de ces luttes de la seconde moitié du XXe siècle posent pour la postérité avec un AK-47 dans les mains. On le voit ici sur cette célèbre photographie de la militante palestinienne Leila Khaled, prise en 1969. Véritable symbole de la lutte armée pour la cause palestinienne, cette image se retrouve dans de nombreux graffitis aujourd'hui. C'est le cas également de Salvador Allende, au Chili, que l'on voit ici armé d'une Kalachnikov en 1971. Ou encore ici, en 1973, lors du coup d'État d'Augusto Pinochet. Allende sort du palais présidentiel un AK-47 à la main. Il se serait suicidé avec cette arme quelques heures plus tard. En même temps que cette arme symbolique pullule et nourrit les conflits et les guérillas dans le monde, elle prend des dimensions commémoratives étonnantes, comme ici, en Corée du Nord, ou encore ici en Égypte, sur ce monument commémorant la bataille d'Ismaïlia. On retrouve aussi, parmi d'autres exemples, le AK-47 sur des monnaies, suite à des indépendances nationales après la colonisation, comme ici sur un billet du Mozambique.
La Russie contemporaine rend aussi hommage à la Kalachnikov en érigeant un monument en l'honneur de son concepteur en 2017. Une façon de récupérer la mémoire de toutes ces luttes anti-impériales qui ont essaimé dans le monde. Les caractéristiques de la Kalachnikov et le rôle qu'elle jouait dans les guerres du tiers-monde ont fait que dès la fin des années 60, elle était devenue le symbole de la révolution mondiale et des différents mouvements de libération nationale. Sa silhouette facilement reconnaissable, avec son chargeur en forme de banane, y a aussi grandement contribué. Des organisations comme le Hezbollah ont même intégré une Kalachnikov stylisée dans leur drapeau en 1982. Et d'éminents dirigeants d'Al-Qaïda comme Oussama Ben Laden étaient toujours armés d'une Kalachnikov lors de leurs apparitions publiques. Elle fait également partie intégrante des images montrant des enfants soldats talibans ou africains. En même temps, les Kalachnikovs sont un élément fondamental de l'économie des guerres civiles, puisqu'elles ne sont pas seulement le principal outil de travail pour les secteurs d'activité que sont la guerre et la criminalité, mais aussi un objet important d'un point de vue commercial. C'est ainsi qu'est apparu depuis longtemps le terme de culture Kalachnikov pour ces populations qui ont basculé dans la guerre civile. Celle-ci apparaît par exemple dans les tapisseries afghanes, dont les motifs renvoient à des décennies de guerre et de guerre civile. Avec son mètre 60, cet homme est sans doute le dernier monument des années de glace. Mikhail Timofeevitch Kalachnikov, figure emblématique de l'armement russe qui, pour la première fois, s'expose au Bourget. Intarissable Kalachnikov, un débit de mitraillette pour vanter les qualités de cette arme, démontable en moins de 2, facile à nettoyer et dont la simplicité garantit la fiabilité. Et vous en êtes fier ? C'est comme si vous demandiez à une mère si elle est fière de son fils. Elle le sera toujours. Merci, monsieur Kalachnikov. Avant de disparaître, un détour par le stand de l'ennemi d'antan, où Kalachnikov teste le M16 américain. Un bon fusil, juge-t-il, mais pas assez fiable. Bien sûr, l'Américain n'est pas d'accord et on se sépare sur un échange de pins. Avant, on pressait sur la détente, aujourd'hui, on la pratique. Décidément, les temps ont bien changé. 70 ans après son apparition, la Kalachnikov est l'arme à feu portative la plus connue et la plus produite au monde. Tandis que des fusils d'assaut occidentaux comme le M16, le G3 ou le FN-FAL ont été produits à environ 7 millions d'exemplaires chacun, la Kalachnikov et ses variantes a été produite à environ 100 millions d'exemplaires. Kalachnikov est alors devenu en quelque sorte un synonyme pour les armes légères et fait partie, un peu comme Coca-Cola, de ces mots que l'on comprend dans toutes les langues. Cela fait néanmoins bien longtemps qu'elle ne symbolise plus la révolution sociale et la libération nationale, mais davantage la violence arbitraire et la désintégration sociale dans les régions instables à travers le monde. Le développement économique, l'éducation et les soins médicaux, mais aussi l'intervention des organisations d'aide au développement sont fortement entravés, ce qui favorise, dans une sorte de cercle vicieux, la pérennisation de l'économie de guerre civile qui est alimentée par la violence. Ce n'est donc pas un hasard si c'est justement un fusil AK-47 que le président américain de l'époque, George W. Bush, et la présidente nicaraguayenne Violeta Chamorro avaient découpé tous les deux au chalumeau en 1990 pour le lancement d'une campagne contre la prolifération incontrôlée des armes légères. Le nombre d'armes légères qui existent à travers le monde a néanmoins continué d'augmenter depuis. Pour l'année 2018, leur nombre a été estimé à 1 milliard, dont près des 9/10 sont détenus par des particuliers. De nos jours, la Kalachnikov est toujours produite, dans sa variante d'origine ou dans des variantes plus modernes. Je suis fier de mon invention, déclarait Mikhail Kalachnikov quelques années avant sa mort. Et comment aurait-il pu ne pas l'être, lui qui fut couvert d'honneur en Union soviétique, mais aussi en Corée du Nord et en Égypte, où l'on érigea des monuments à sa gloire. Avec les guérillas du XXe siècle et la vague meurtrière du terrorisme international, nous sommes pourtant bien loin de la grande guerre patriotique. Au début des années 2000, l'ONU échoua à imposer une réglementation sur le traçage de ces armes automatiques depuis les usines russes, mais aussi bulgares et chinoises, où elles sont aujourd'hui fabriquées. À ce moment-là,
le cinéaste Gus Van Sant obtenait la Palme d'Or au Festival de Cannes pour son film Elephant. Il y filmait de manière implacable la fusillade de l'école de Columbine aux États-Unis, où malgré le nombre impressionnant de tueries de masse, le lobby des armes à feu continue d'imposer leur libre circulation. La guerre, les armes de la guerre, au cœur de notre culture visuelle et de nos imaginaires. Au revoir.